Le 9 janvier 2003, Estelle Mouzin disparaît dans la nuit, en rentrant de l'école. On a une gamine de 9 ans qui s'est volatilisée. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mystère. Ses parents refusent de croire à l'hypothèse d'une fugue. On est passé dans une autre dimension, on va vers la catastrophe. L'angoisse grandit au fil des heures et des jours qui passent. Estelle, où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'il y a des gens bienveillants autour d'elle? Et si c'est pas le cas? Les investigations restent vaines. On la cherche partout, morte ou vive évidemment, avec les moyens qui sont mis à notre disposition mais qui sont déjà énormes. Pour retrouver la petite fille, la police organise des opérations inédites. C'était un peu une opération de guerre. Quand on passe à Guermantes à ce moment-là, c'est une ville qui est encerclée. Le prédateur se cache-t-il tout près du lieu de l'enlèvement? On a interpellé effectivement un habitant de Guermantes qui était un grand amateur d'images et de vidéos pédopornographiques. Et si Estelle était encore vivante? La possibilité qu'Estelle soit une Natacha Campbell à la française, c'est quelque chose qui, pour nous, est absolument terrifiant. Et si la petite fille était une victime de Fourniret? Il devient très rapidement le suspect numéro 1 dans la disparition d'Estelle. Retour sur une enquête qui, 10 ans après les faits, peut encore aboutir. Nous sommes en Seine-et-Marne, à Guermantes, commune résidentielle de la grande banlieue parisienne. Rue calme, maison individuelle, ambiance familiale. La qualité de vie offerte par cette petite ville de 1400 habitants semble évidente. Et pourtant, c'est ici que s'est déroulée l'une des affaires criminelles les plus médiatiques de ces dernières années. Le 9 janvier 2003, Estelle Mouzin a été enlevée alors qu'elle rentrait à pied de l'école. La fillette avait 9 ans, l'âge de l'insouciance et des bonheurs enfantins. Des investigations exceptionnelles ont été menées, des moyens humains hors normes ont été affectés à l'enquête, mais aujourd'hui encore, malgré le travail acharné de la police judiciaire de Versailles, le prédateur d'Estelle n'est toujours pas identifié. L'affaire demeure non élucidée. Ce soir, nous avons décidé de revenir sur ces 10 ans d'enquête, 10 longues années d'une instruction toujours ouverte, riche en rebondissements, en déceptions, mais aussi en espoir. Jeudi 9 janvier 2003, il est 19h. Tous les habitants de Guermantes se pressent pour rentrer chez eux. La nuit est déjà noire et particulièrement glaciale. Comme tous les jours, Suzanne Mouzin, employée dans un grand groupe pharmaceutique, rejoint son domicile après sa journée de travail. Elle a depuis sa séparation avec son mari la garde de ses 2 filles, Lucie 16 ans et Estelle 9 ans. Arthur, son fils de 14 ans, vit avec son père. Mais à son arrivée, la mère de famille constate que la petite n'est pas encore rentrée de l'école. Elle devrait pourtant être là. Michel Marie est journaliste. Il est informé dès ce soir-là qu'une petite fille a disparu mystérieusement à Guermantes. Suzanne Mouzin rentre chez elle, il est 19h, 19h10 à son domicile de Guermantes. Elle retrouve sa fille aînée, Lucie, qui est à la maison, et elle s'étonne de ne pas voir Estelle. C'est pas normal, c'est pas dans ses habitudes. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas. Suzanne se dit alors qu'Estelle doit être chez une de ses copines pour regarder la télévision. Elle téléphone chez les meilleurs amis de sa fille, mais personne ne sait où est l'enfant. Sa mère, morte d'inquiétude, va prendre sa voiture, faire le tour du quartier, reprendre en fait l'itinéraire qui l'emmène de l'école à son domicile, voir s'il ne lui serait pas arrivé quelque chose et éventuellement retrouver ses affaires. Enfin, elle fait vraiment, une fois de plus, tout ce qu'une mère inquiète peut faire dans de pareilles circonstances. Il est 20h45. Estelle reste introuvable. Suzanne décide de prévenir le père de sa fille. Je viens juste d'arriver à la maison, il me semble, voilà. Un coup de téléphone de sa mère. Je comprends que on est passé dans une autre dimension et que on va vers la catastrophe. Immédiatement, Éric Mouzin, qui connaît bien sa petite dernière, mesure la gravité de la situation. Je sais comment elle fonctionne, je sais que même si elle peut être un petit peu étourdie ou dissipée ou excentrique par certains moments, elle ne va pas faire une bêtise du style ne pas être à la maison 2 heures après la sortie des classes, quoi. Les parents partagent la même angoisse. Suzanne contacte alors la police.
Et à 21h30, elle appelle le commissariat de police, elle appelle le commissariat de Lagny pour signaler la disparition de sa fille et puis pour lui faire part aux policiers de son inquiétude. C'est une fois de plus pas normal que cet enfant ne soit pas rentré au domicile à cette heure-là. Les policiers du commissariat de Lagny partagent immédiatement l'inquiétude des parents d'Estelle. Ils prennent tout de suite la disparition de l'enfant très au sérieux. Le signalement de la petite fille est établi. Si aujourd'hui tout le monde connaît son visage, ce soir-là, on sait juste qu'elle a 9 ans et demi et qu'elle mesure 1,35 m. Ses yeux sont clairs, ses cheveux longs et châtains. Suzanne Mouzin précise qu'Estelle est vêtue d'un béret violet, de gants noirs, d'une doudoune bleu marine, d'un pullover rouge et d'un jean. Sur le dos, la fillette portait un sac pour transporter ses livres et ses cahiers d'école. Une dizaine de policiers du commissariat de Lagny commencent les investigations. Les pompiers de Meaux sont appelés pour se joindre aux recherches. De son côté, Éric Mouzin, qui habite au Vésiné dans les Yvelines, à une 60aine de kilomètres de Guermantes, décide de se rendre sur les lieux. Je suis arrivé à Guermantes vers 11h du soir à peu près. Je voulais voir d'une part ce qui se passait et ensuite je voulais chercher Estelle moi-même. Les conditions climatiques sont terribles ce 9 janvier 2003. Météo France a émis un bulletin d'alerte. Neige, verglas et froid ont envahi la France. Pourtant, les policiers de Lagny se concentrent sur la piste de la fugue. Marilyn Huchet est psychocriminologue. Elle collabore à l'époque avec la police judiciaire de Versailles. Une des premières choses qui fait que quelqu'un disparaît, c'est que cette personne s'en va de son propre chef. Voilà, ça c'est le premier motif. Donc la fugue, oui, on y pense. Parce que dans la tête de quelqu'un, que ce soit un enfant ou un adulte, il peut se passer n'importe quoi à n'importe quel moment. Pour les parents, la thèse de la fugue est tout simplement impossible. Je me dis que c'est pas ça. C'est une espèce d'intuition, c'est ce que l'on veut. Je me dis que c'est pas ça et qu'elle a été enlevée. Bruno Bonga-Bonka est un ami de très longue date d'Éric Mouzin. C'est le parrain d'Estelle. C'est pas une délurée, quoi. Enfin, dire la fugue, non. Non, ça lui ressemble pas. Si ce n'est pas une fugue, c'est peut-être un accident. Il cherche un enfant qui serait allé faire des bêtises sur un lac gelé ou qui se serait cassé la figure en allant faire des glissades ou quelque chose comme ça. Moi, je pars avec une équipe de policiers dans une voiture de patrouille et on essaye d'aller dans tous les petits chemins. Ce qui ne sert strictement à rien. Parce qu'il fait nuit, j'ai une lampe électrique qui doit éclairer à 2 mètres devant moi. On n'a pas de plan, on est tout seul. Et moi, je me rends compte tout de suite que l'espace que je connais, géographique, est en fait extrêmement étendu quand vous cherchez quelque chose. À 3h du matin, ce vendredi 10 janvier 2003, les recherches sont suspendues. Cela fait 9 heures qu'Estelle a disparu. Les policiers de Lagny rejoignent leur commissariat, les pompiers leur caserne. Pour les parents de l'enfant, c'est le début d'une longue nuit d'angoisse. Fou d'inquiétude, Éric Mouzin décide de rentrer chez lui en attendant que les recherches reprennent. Suzanne, dans sa maison, attend impatiemment que le jour se lève. Personne ne sait où est Estelle. Tout le monde espère qu'elle est encore vivante, quelque part, à Guermantes ou déjà ailleurs. Jean-Marc, vous étiez à l'époque le directeur de la DRPJ de Versailles depuis 3 ans. Vous dirigiez 400 fonctionnaires de police. Je rappelle que c'est l'un des plus gros services de police judiciaire en France. C'est la première fois dans Non élucidé que nous nous intéressons à une affaire que vous avez vous-même supervisée. Oui, effectivement. J'ai quitté Versailles en mars 2003, c'est-à-dire 3 mois après le début de cette affaire. C'est une affaire qui m'a profondément marqué. D'ailleurs, c'est la première fois que je reviens à Guermantes. Ça fait 10 ans que cette affaire a eu lieu. Ces affaires qu'on n'arrive pas à résoudre, dans notre jargon policier, on appelle ça avoir un clou dans le cœur. Alors c'est d'abord le commissariat de Lagny qui est chargé de l'enquête sur la disparition d'Estelle.
La DRPJ de Versailles n'a été saisie que le lendemain des faits par le parquet de Meaux. Pourquoi? Alors d'abord, je voudrais préciser qu'on a été avisé de cette disparition dès le jeudi soir, c'est-à-dire en temps réel, dès que ça a été signalé au commissariat. Mais il est normal que ce soit d'abord le commissariat qui soit saisi, c'est la procédure ordinaire. Il y a plus de 50 000 disparitions de mineurs en France chaque année. Et la plupart du temps, les mineurs sont retrouvés dans les heures qui suivent. Il s'agit de fugues. Il s'agit de fugues ou d'enfants qui se sont dans perdus. 99% des cas. 99,% des cas. Bon, il est donc normal de ne pas saisir à chaque fois un service spécialisé, ce ne serait pas possible. Mais là, très vite, on a compris qu'il s'agissait d'une affaire importante, d'une affaire hors norme, mais le commissariat, dès le départ, a pris cette affaire tout à fait au sérieux et a mobilisé des moyens importants pour essayer de retrouver Estelle. Les policiers de l'ANI ont décidé de suspendre les recherches vers 3 h du matin. Cette décision peut paraître étonnante, même choquante, quand on pense au désarroi des parents et à cette petite fille qui est peut-être pas loin, encore en vie, à attendre des secours. Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Il faut bien imaginer qu'on est au mois de janvier, en plein hiver, il fait une nuit noire, les paysages sont recouverts de neige, il a neigé les jours d'avant. Ils ont reparcouru les rues de Guermantes. Ils ont fait et refait les itinéraires susceptibles d'être empruntés par Estelle. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent de plus? Ils tournent en rond. Pourtant, on sait très bien que dans les affaires criminelles, ce sont les premières heures qui comptent. Comment est-ce que vous avez géré cette urgence? Arnaud, dans les affaires criminelles, en général, on est devant un cadavre et il n'y a pas vraiment d'urgence. Les faits sont déjà commis. Là, effectivement, on est devant une disparition d'enfants et on sait que c'est urgent et on sait que le temps qui passe n'est pas du tout notre ami. Mais on comprend aussi tout de suite qu'avec les conditions climatiques, que dans cette ambiance cotonneuse, qu'aucun témoin ne s'est manifesté, on comprend tout de suite que ça ne va pas être facile du tout. Avec la saisine de votre service, on l'a compris, l'enquête va entrer dans une autre dimension beaucoup plus importante. Pour retrouver Estelle, des moyens exceptionnels vont alors être mis en place. Vendredi matin, à la première heure, les recherches reprennent. On ne parle plus de disparition, mais d'enlèvement. Au parquet de Meaux, une information pour enlèvement et séquestration est ouverte. Il y a urgence à agir. Stéphanie Duchâtel, commandante de police à la DRPJ de Versailles, fait partie de la première équipe affectée à l'enquête. Il faut aller le plus vite possible parce que dans toutes les enquêtes, ça se vérifie. Plus on va vite, plus on rassemble d'éléments rapidement et plus on a de chances de sortir cette affaire, c'est-à-dire la résoudre. On a une gamine de 9 ans qui s'est volatilisée. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mystère. C'est incroyable, mais c'est comme ça. L'enquête s'avère difficile, car la police dispose de très peu d'éléments. On sait qu'Estelle, elle a quitté l'étude de son école vers 18 h, qu'elle a fait plus de la moitié du chemin en compagnie d'abord de 2 copines puis d'une copine, qui voit Estelle continuer son chemin tranquillement à travers le quartier résidentiel de Guermantes. On n'a aucun témoignage. Les copines disent que quand elles se sont séparées, tout allait bien, il n'y avait rien de particulier, elles n'ont pas été suivies, elles n'ont pas été abordées, Estelle était comme d'habitude. Tous les moyens sont mis en œuvre pour retrouver Estelle. Guermantes et ses alentours sont méticuleusement inspectés. On la cherche partout, morte ou vive évidemment, avec les moyens qui sont mis à notre disposition mais qui sont déjà énormes. Des plongeurs vérifient qu'aucun corps ne repose au fond des 3 étangs de rétention de la commune. Moi, je me rappelle de cet étang glacé, verglacé, où les pompiers tronçonnaient la glace. Pendant ce temps-là, il y avait un hélicoptère, je ne sais pas très bien à quoi il servait, mais il y avait un hélicoptère qui survolait Guermantes, et d'ailleurs qui a failli se casser la figure parce que les pales ont touché la cime d'un arbre. Les policiers vont même jusqu'à fouiller l'usine d'incinération de Saint-Thibault-les-Vignes, où sont transportées les poubelles de Guermantes. Peut-être dans l'idée de retrouver un cartable, de retrouver des affaires ayant appartenu à Estelle, ou peut-être même de retrouver le corps d'Estelle. Mais rien, aucun élément n'est découvert. Il y a une grande activité et en même temps, je vois les heures filer à toute vitesse. Samedi 11 janvier, le sentiment d'urgence est renforcé par une présence de plus en plus massive des forces de l'ordre. Édouard Dacosta est journaliste à France 3. Il se rend sur les lieux de la disparition. On les voit, ces policiers, à la fois en uniforme, les sapeurs-pompiers en renfort, il y a également des gendarmes qui tournent, et puis la PJ de Versailles. On sait qu'ils sont là en train de faire le porte-à-porte et essayer de recueillir le maximum de témoignages très, très rapidement. L'ambiance, elle ressemble à celle d'une ruche. Tout le monde travaille à fond, tout le monde est vraiment hyper investi. Alors que les policiers cherchent désespérément le moindre indice, le moindre témoignage, l'armée de terre vient leur prêter main forte pour organiser de gigantesques battues.
Au milieu de toute cette agitation, Éric Mouzin tente de calmer son angoisse en participant aux recherches. J'ai essayé de faire des battues, puisque c'est le terme, avec la police, les CRS, dans le bois du château de Guermantes. Essayer de répondre aux questions que les policiers me posent sans que jamais il soit clairement dit qui est qui et qui fait quoi. Dimanche 12 janvier. Cela fait 2 jours qu'Estelle a disparu. Les habitants de Guermantes se mobilisent à leur tour. Parmi eux, Marc, qui préfère aujourd'hui témoigner anonymement pour préserver sa famille. Spontanément, les gens s'organisent pour faire des recherches. Et donc, des groupes s'en vont un petit peu partout, dans des endroits un petit peu perdus, le lac, le bois, on essaye de faire le tour du château. Accompagné d'un ami, Marc décide d'aller fouiller dans la ville voisine, à Bussy-Saint-Georges, des lotissements en construction. Il entre dans une maison. Je vous avoue que c'est un des moments les plus terribles de ma vie. Quand je rentre dans la maison, je sens une odeur de fumée toute neuve, il faisait très froid. Donc il y avait dû y avoir un feu qui avait été organisé dans la nuit. Et là, j'ai pas eu le courage d'y aller tout seul. Quand on est rentré dans les pièces, on avait très très peur de trouver quelque chose de macabre. Et ça, c'est terrible. Les investigations de Marc et des autres habitants ne donnent rien. Plus le temps passe et plus l'angoisse grandit. Estelle, où est-ce qu'elle est Est-ce qu'il y a des gens bienveillants autour d'elle? Et si c'est pas le cas? La disparition mystérieuse de la petite fille prend une ampleur médiatique exceptionnelle. Guermantes ressemble au centre du monde. C'est-à-dire qu'il y a une multiplication de journalistes, il y a plein de camions de télévision devant la mairie, plein de camions de télévision devant l'école, des journalistes radio, des journalistes de la presse écrite. La commune, si paisible d'habitude, voit son quotidien bouleversé. Éric Mouzin s'investit à fond et refuse de rester en marge de l'enquête. Avec l'énergie du désespoir, les parents d'Estelle font tout ce qu'ils peuvent pour retrouver leur fille. Ils décident de bricoler un avis de recherche qu'ils photocopient par milliers. On les colle partout où on peut les coller. Sur des murs de façade, sur les voitures, dans des gares, sur Paris, on en a vu beaucoup, sur des poteaux électriques. On avait vraiment le sentiment que ça pouvait aider. Et que plus on en collait, plus on avait de chances de retrouver Estelle rapidement. On a plutôt l'habitude de faire des avis de recherche du petit chat tigré ou du canari qui s'est sauvé de la cage. Mais faire l'avis de recherche de sa fille, c'est pas tout à fait fréquent, c'est pas neutre du tout. Et coller ces avis de recherche, ça l'est encore moins. Mais ça, je m'en suis rendu compte très longtemps après. Dans le feu de l'action, on fait. Dimanche 12 janvier 2003 à 22h, les recherches sont une nouvelle fois suspendues. Personne ne peut dire où est Estelle. Personne ne sait si la fillette est encore vivante. Le dimanche soir, tout le monde rentre chez soi. Ça fait déjà 3 jours qu'Estelle n'est pas là. Et dans tous les cas de figure, c'est déjà dramatique. C'est forcément qu'on est tombé dans la merde absolue. Les enquêteurs sont dans une impasse. Ils ne trouvent aucun indice qui pourrait leur permettre d'orienter leurs investigations. C'est pourquoi la DRPJ de Versailles décide d'engager un acte d'enquête inédit. Le mardi 14 janvier, près de 5 jours après la disparition d'Estelle, Guermantes va être le théâtre de la plus grande perquisition jamais menée en France. À 6 h du matin, la ville est bouclée par les CRS. Près de 200 officiers de police judiciaire fouillent toutes les maisons et vérifient les emplois du temps de tous les habitants. C'était un peu une opération de guerre. Quand on passe à Guermantes à ce moment-là, c'est une ville qui est encerclée. Personne ne rentre, personne ne sort. On a des uniformes partout, des bleus, des gyrophares qui tournent dans la nuit. C'est assez impressionnant. Guermantes est totalement fermée à la circulation. L'opération judiciaire peut alors commencer. Dans toutes les maisons, à la même heure, les portes s'ouvrent et résonnent les mêmes phrases.
bonjour monsieur, bonjour madame, excusez-nous, c'est la police judiciaire. Est-ce que vous avez vu Estelle? Est-ce que vous avez remarqué un véhicule? Est-ce que vous avez remarqué un homme, une femme au comportement inhabituel dans ce créneau horaire? Et les gens, dans la plupart du temps, répondaient évidemment facilement au questionnaire. On a entendu systématiquement les habitants pour savoir où ils étaient le 9 janvier, avec qui ils étaient, ce qu'ils faisaient, qui pouvait justifier de leur emploi du temps. On a perquisitionné leur pavillon, on a fouillé leur véhicule. Comme les 1300 habitants de la commune, la famille de Marc voit son domicile perquisitionné. Ils fouillent tout, mais surtout, ils ouvrent le congélateur. Et ça, pour ma femme, ça a été un petit peu difficile. Ouvrir le congélateur, elle pose la question pourquoi. La réponse ne vient pas, elle la comprend d'elle-même. C'est pas facile. Quand vous n'avez jamais eu affaire à la police et qu'elle arrive chez vous à grand renfort, ça laisse pas indifférent. Enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose d'important. À la surprise générale, un habitant du village est arrêté. On a interpellé effectivement un habitant de Guermantes qui était un grand amateur d'images et de vidéos pédopornographiques au point qu'il se mettait en scène avec des mineurs dans toutes les positions possibles et toutes les séquences possibles. L'homme arrêté sera condamné quelque temps plus tard, mais aucun élément matériel ne le relie à la disparition d'Estelle. À la fin de la matinée, les perquisitions se terminent. Les policiers n'ont toujours aucune réponse à apporter. Jean-Marc, c'est vous-même qui avez décidé de faire procéder à cette perquisition géante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela a été possible et est-ce que vous avez dû obtenir des autorisations particulières des magistrats? À partir du moment où on a été saisi, j'ai demandé au procureur de la République de Meaux qu'une information judiciaire soit ouverte parce qu'il me semblait que c'était un cadre plus adapté à l'enquête qui allait suivre et que ça nous donnait des moyens juridiques plus importants. Ce qu'il a accepté de faire. Donc, on travaillait dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction de Meaux, qui nous donnait pour mission une mission très large de procéder à toutes auditions, interpellations, etc. et perquisitions utiles à la manifestation de la vérité. J'imagine tout de même que cette perquisition a demandé une organisation incroyable. Comment avez-vous fait pour réunir autant de monde? Alors là, ça a été un peu plus compliqué. On a estimé que pour réaliser cette opération, il fallait à peu près 600 fonctionnaires de police, dont 200 OPJ. OPJ, c'est officier de police judiciaire. Absolument. Les OPJ sont les seuls qui sont habilités à effectuer une perquisition. Donc 600 fonctionnaires de police. Bon, les 200 OPJ, je les obtiens assez facilement, assez rapidement, entre mon service et la sécurité publique locale. Une centaine de gardiens de la paix, pas de problème. Mais il manquait globalement 200 fonctionnaires. J'ai donc téléphoné au préfet de Seine-et-Marne, qui est territorialement compétent, en lui demandant 3 compagnies de CRS pour le lendemain matin. Oula. Alors là, il m'a dit, ça va pas être facile pour demain matin, etc. On a discuté, puis j'ai compris que bon, ça serait pas faisable. Je me suis donc retourné vers le préfet de police de Paris. C'est une maison que je connais bien, j'en suis issu. Et le préfet de police m'a dit, écoutez, je vous fais rappeler dans 10 minutes. Et 10 minutes après, j'ai effectivement une réponse. On me dit, 2 compagnies de CRS et demi, ça vous ira? Évidemment que ça m'allait. Et j'ai eu les 600 fonctionnaires le lendemain matin à ma disposition, à 5 h du matin. Alors vous aviez tout organisé la veille, dans le secret le plus total. Il paraît même que le maire de Guermantes vous en a un peu voulu, de ne pas l'avoir prévenu et d'avoir été lui-même obligé d'ouvrir les portes de sa maison. Pourquoi avez-vous voulu perquisitionner l'ensemble de la commune? Alors d'abord, il ne nous en a pas voulu, le maire de Guermantes. Il a été surpris, c'est tout. Il a été étonné de ne pas avoir été au courant. Mais ça s'est très vite réglé. On a voulu réaliser cette opération pour plusieurs raisons. D'une part, pour être certain qu'Estelle Mouzin ne se trouvait pas dans un grenier, une cave à Guermantes. Ça aurait été terrible, c'est un peu le syndrome du trou quelque part. Hein. Donc on a fouillé chaque maison, de la cave au grenier, en passant par les réfrigérateurs, les congélateurs, tout ce qui pouvait. Enfin bref, on a fouillé chaque maison. Bon, première chose. D'autre part, on pouvait espérer trouver un élément d'enquête, je ne sais pas, le cartable, l'écharpe d'Estelle, etc. Bon, on n'a pas trouvé ça. Et puis enfin, on veut fixer à tout jamais, graver dans le marbre, la situation de Guermantes à cette époque-là. On saura dans 30 ans, dans 40 ans. Ce que faisaient les gens qui à étaient ce les gens moment-là. qui habitaient là à ce moment-là, de qui était composée la famille, même s'il y avait un jardinier, comment s'appelait le jardinier, etc. C'est une photographie réelle de tout Guermantes à cette époque-là.
Alors, j'ai entendu dire que dans cette enquête, je crois que c'est une première en France, vous aviez même interrogé les satellites. Oui, c'est exact. On a eu cette idée peut-être qu'un satellite d'observation a filmé ou a photographié Guermantes entre 18h et 18h30 ce jour-là. Au moment de l'enlèvement. Au moment de la disparition de l'enlèvement. On s'est donc adressé à Interpol et Interpol s'est adressé à son tour à tous les pays. C'était une première. On a eu des réponses, mais hélas, aucune positive. On a entendu un des habitants de la commune, Marc, dont la fille était dans la même classe qu'Estelle, raconter que Guermantes était devenu le centre du monde, envahi par les forces de l'ordre et les journalistes. La ville est sous pression. Est-ce que cette médiatisation a été un handicap pour vous? Non, ça n'a jamais été un handicap. Ça pouvait faire qu'une chose. D'abord, la France entière et même l'Europe entière connaissait le portrait, avait le portrait d'Estelle, ce qui permettait de faire remonter des informations. Parce qu'il a été publié dans tous les journaux. Dans tous les journaux, sur toutes les chaînes de télé. Et puis ça pouvait faire remonter des témoignages. Des gens pouvaient se souvenir, avoir vu, avoir entendu quelque chose et nous téléphoner à la DRPJ, c'était tout à fait possible. Alors bien évidemment, vous allez commencer par fouiller la vie de la victime. Vous allez essayer de voir s'il n'y a pas dans l'existence de cette petite fille des éléments qui pourraient être exploités. Née le 29 juin 1993, Estelle allait fêter ses 10 ans. Benjamine d'une fratrie de 3 enfants. C'est une petite fille vive et dynamique. Bon, Estelle, c'est de l'énergie à l'état pur. Ça lui joue des tours à l'école. Par pudeur, mais aussi pour ne pas réveiller la douleur, Éric Mouzin n'en dira pas plus sur sa petite fille. Les mots sont plus faciles à trouver par écrit. Dans un livre paru en 2011 consacré à la disparition d'Estelle, ce père anéanti réussit à évoquer le passé. Je pleure, parce que je pense à Estelle, parce que je revois nos vacances en Corse. Estelle qui fait le pitre. Elle faisait du théâtre, elle était douée, elle adorait ça. Estelle, petite fille rieuse, rigolote. Suzanne, la maman d'Estelle, fut les journalistes. Elle vit désormais en Afrique du Sud, loin, très loin de Guermantes, pour tenter de mettre la souffrance à distance. Aujourd'hui, seul Bruno Bongapanca parvient à évoquer avec bonheur sa petite filleule. Je suis le parrain d'Estelle, je suis un membre de la famille, avec tout ce que ça signifie. Voilà, c'est quelqu'un qui est importante, quoi, un peu comme mes filles. Elle dégageait un petit peu de l'énergie, envie de faire des choses. Les images qui me reviennent comme ça, c'est une petite fille voilà, qui rentre dans la vie à pleines dents. Les dimanches à Guermantes étaient des jours heureux. Je me souviens des journées de Guermantes. C'est des moments un petit peu de connivence à tous les deux, c'est-à-dire que moi j'étais son parrain, donc j'avais envie de passer des moments, lui lire une histoire, faire un dessin, jouer à la balançoire avec mes filles qui étaient là et qui faisaient de la balançoire en même temps. Estelle suit des cours de danse et s'épanouit à l'école, entourée de ses copines. Elle a toujours vécu à Guermantes. Estelle fait partie d'un village, et dans un village, Estelle fait partie de... Vous savez, c'est un peu comme à l'ancienne où c'est l'enfant de tout le monde. Parce qu'on les voit à l'école, parce qu'ils jouent avec nos enfants, parce qu'elle jouait dans la rue, avec ma fille, d'autres filles. Donc c'est l'enfant de tout le monde. Voilà. Suzanne, la maman, est allemande et conseillère en communication. Éric, le papa, travaille dans un cabinet d'expertise. Tout va bien pour cette famille aisée, jusqu'à l'éclatement du couple. Je sentais comment ça devenait de plus en plus compliqué, jusqu'à la rupture. Enfin, senti que voilà, c'était un petit peu la fin de ce couple, de cette maison qu'ils étaient très heureux d'avoir, etc. Les parents d'Estelle se sont séparés quelques mois auparavant. Son papa est parti vivre dans les Yvelines avec une nouvelle compagne et sa maman est restée dans la maison qu'ils occupaient ensemble en famille. Elle rencontrait un compagnon qui est allemand et qui continue à vivre en Allemagne et qui vient régulièrement passer des week-ends. Au moment de la disparition d'Estelle, Éric et Suzanne sont en instance de divorce. La garde des enfants est conflictuelle.
Arthur, le frère, vit avec son père. Les 2 filles sont avec la maman. C'est un petit peu tendu par rapport aux enfants, à l'organisation des week-ends, etc. Mais bon, c'est pas non plus la guerre ouverte. Globalement, il y a des situations largement pires que celle-là. Les derniers souvenirs d'Éric Mouzin avec sa fille sont très marqués par ce contexte de séparation. Aujourd'hui, le temps s'est bloqué sur le dernier regard d'Estelle. Celui que, un peu gênée, elle m'avait adressé à travers la vitre de la voiture de sa mère, qui l'a ramenée à Guermantes après une semaine de vacances passées ensemble dans le désert algérien. Estelle me regardait, un regard clair et sérieux. Ce serait le dernier. Après la séparation de ses parents, Estelle continue de vivre dans la maison familiale avec sa maman. C'est une petite fille qui ne pose pas de problème, qui respecte les interdits parentaux. Elle est en CM1 et rentre de l'école à pied, comme beaucoup de ses petits camarades. Une ville tranquille avec très peu de délinquance, très peu de commerce, à proximité immédiate de Lagny qui est une ville un petit peu plus importante. Voilà, il y a rien à en dire de particulier. C'est très campagne, c'est très sympa, c'est voilà quoi, les gens se connaissent à peu près tous, c'est un petit village. Une famille aimante, des parents séparés comme tant d'autres. La vie d'Estelle est celle d'une petite fille sans histoire. L'enquête s'annonce longue et difficile. L'enquête sur la disparition d'Estelle nécessite une connaissance parfaite du dossier et une réflexion particulièrement poussée sur ce qui pourrait ou ce qui devrait être fait. C'est pour cela que la DRPJ de Versailles va créer le groupe Estelle. C'est la première fois en France que la police nationale met en place une telle structure. 8 enquêteurs sont exclusivement affectés à cette affaire. Comme toujours, la première piste à suivre est celle selon laquelle il existe un lien personnel entre la victime et l'auteur des faits. Les parents d'Estelle vont devoir supporter les soupçons et le feu des questions. Ça peut paraître choquant d'imaginer que des parents soient impliqués dans la disparition de leur fille, mais majoritairement dans ces cas-là, ce sont les parents qui sont concernés. Dans 80% des cas, les disparitions d'enfants ont pour origine un différend familial. Le père ou la mère sont très souvent les auteurs de l'enlèvement. Ça peut être une lutte familiale de récupérer l'enfant pour X raison, parce que t'as pas voulu me le donner, donc je le prends. Que ce soit un couple marié ou divorcé, l'enfant entre deux parents reste un enjeu. La première personne qui va faire l'objet d'investigation est Éric Mouzin. Dès le vendredi 10 janvier, au petit matin, soit quelques heures à peine après la disparition de sa fille, les policiers sonnent chez lui et perquisitionnent son domicile. Ça veut clairement dire que je suis dans la liste des hypothèses, mais pour qu'ils gagnent du temps, je leur ai montré tous les endroits de la maison pour qu'ils soient bien sûrs qu'ils n'avaient pas besoin de revenir. Ensuite, les enquêteurs vérifient son emploi du temps. J'avais un organiseur électronique, donc je leur ai donné en leur disant voilà, il y a tout dedans, tout mon agenda, tous mes numéros de téléphone, toutes les personnes que je connais, tout ce que j'ai fait, tout. Monsieur Mouzin, nous, on a fait sa connaissance le 10 janvier. On ne peut pas se contenter de ces déclarations, du fait qu'il nous dise « j'ai aimé ma fille, elle a disparu, c'est terrible ». Pour les proches, la suspicion dont fait l'objet Éric Mouzin est extrêmement brutale. Éric, c'est un gars qui adore ses enfants, qui n'a pas de comportement violent, etc. Le caractère froid et distant d'Éric Mouzin et sa capacité à contrôler ses émotions ne jouent pas en sa faveur et compliquent ses relations avec les enquêteurs. Déballe pas, Éric, il est assez... c'est pas secret, hein, le mot n'est pas le juste, c'est voilà, il est réservé, il ne va pas raconter toute sa vie, il ne va pas raconter la difficulté ou la douleur, voilà, il garde. Très vite, Suzanne Mouzin subit les mêmes investigations. Je n'ai jamais soupçonné ni Éric ni Suzanne. C'était au-delà de mon entendement. En parallèle, les policiers vont également s'intéresser au cercle familial élargi. On a vérifié pour les deux tout leur entourage amical et professionnel.
parce qu'on ne peut pas exclure que ce soit le meilleur ami ou le tonton. Enfin voilà, on sait bien que tout est possible. On m'a demandé beaucoup de choses, je ne sais plus, peut-être pendant 1h30, j'ai été un petit peu travaillé, quoi. Hein. Qu'est-ce que vous faisiez, où vous étiez ce jour-là, vos relations avec Estelle, avec Eric, bien sûr. Pendant plusieurs semaines, les enquêteurs ont mené de nombreuses auditions et procédé à de multiples vérifications. La piste, elle a été purgée vraiment à fond. Pour le père d'Estelle, ce premier temps de l'enquête a été beaucoup trop long. Maître Didier Seban est l'un des avocats d'Éric Mouzin. Ce qu'a ressenti M. Mouzin durement, c'est moins le fait qu'on le soupçonne, qu'on l'interroge, que le fait que ça ait pu faire perdre du temps. Les policiers ont tendance à dire on va faire en 2 temps. On va faire d'abord la proximité, et puis on fera dans un deuxième temps l'inconnu qui passe par là, le tueur en série, des éléments de ce type. Et les familles voudraient que ça se fasse dans le même temps. Mais pour les enquêteurs, cette critique est parfaitement injuste. Même si on travaillait effectivement sur lui et son épouse, et d'ailleurs il ne trouvait pas totalement injustifié qu'on travaille sur son épouse, comme elle ne trouvait pas totalement injustifié qu'on travaille sur lui, par ailleurs il y avait plein d'autres fonctionnaires de police qui travaillaient sur toutes les autres pistes. Donc il n'y avait pas vraiment de temps de perdu. Huit ans après la disparition d'Estelle, Éric Mouzin est revenu dans ce livre sur sa douleur de père et sur toutes ces années d'enquête. Il commence son ouvrage par cette phrase bouleversante « Je ne suis pas celui qui a enlevé Estelle ». On a le sentiment qu'Éric Mouzin en veut encore à la police de l'avoir trop longtemps soupçonné. Aujourd'hui, j'en suis certain, je peux l'affirmer, et tous les enquêteurs qui ont travaillé sur cette affaire en sont convaincus, Éric Mouzin n'est pas l'auteur de l'enlèvement de sa fille. Mais au départ, c'était forcé. Cette enquête sur le couple Mouzin était un passage obligé. On apprend tout de suite que le couple est en instance de divorce, que cette séparation se passe mal, même très mal. Donc même un enquêteur sortant d'école aurait enquêté sur les parents. Le parrain d'Estelle évoque le caractère secret d'Éric Mouzin. Cet homme vit son angoisse et son chagrin en refusant d'être submergé par l'émotion. On a le sentiment que c'est l'action qui l'aide à survivre. Pensez-vous que vous auriez eu moins de doutes s'il avait exprimé devant vous sa tristesse? Oh non, sûrement pas. Une enquête policière, ça ne se base pas sur des apparences, sur des comportements. Sur ça, on ferait que des erreurs judiciaires. D'ailleurs, on a fait exactement les mêmes investigations sur Suzanne Mouzin. Pourtant, elle n'a pas du tout le même comportement. Elle était dans le désespoir le plus complet parce qu'elle se sentait coupable de ne pas être rentrée assez tôt chez elle, coupable de ne pas avoir fait accompagner sa fille. Il y a eu 2 enquêtes parallèles faites de la même manière sur le père et sur la mère. On a aussi vérifié que la mère n'avait pas l'intention de quitter la France pour l'Allemagne parce qu'elle est d'origine allemande. Elle aurait pu vouloir le faire. Ce que les parents d'Estelle découvrent aussi, c'est que leur parole n'a pas plus de valeur que celle des autres. Ils disent dès le début que la fugue est impossible. Ils connaissent par cœur leur petite fille. Pour eux, c'est un scénario absolument inenvisageable. Et ils ont le sentiment de ne pas suffisamment être entendus à ce moment-là. Pourtant, leur parole a été prise en compte. Est-ce que vous croyez que des services importants de police judiciaire sont saisis pour de simples fugues? Non, ça n'arrive jamais. C'est donc que leur parole a été prise en compte. Mais néanmoins, on est quand même, quand on enquête, on est obligé d'envisager toutes les hypothèses. La fugue, l'enlèvement contre demande de rançon, l'accident, et puis l'enlèvement par un prédateur, l'enlèvement à caractère sexuel. Éric et Suzanne Mouzin ont réagi de manière totalement différente face à cet événement tragique. La maman s'est rapidement murée dans le silence et elle a quitté le territoire, elle est partie vivre en Afrique du Sud. Le papa, lui, dès le début, a suivi de très près cette enquête et a sollicité de manière très fréquente, notamment les médias. Il regrette cependant, il le dit dans ce livre, de ne pas avoir été suffisamment informé du déroulement de l'enquête, de ne pas avoir eu de policiers, de référents qui auraient pu lui expliquer ce qu'il se passait. Dès le début de cette affaire, je lui téléphonais à peu près tous les soirs pour lui dire qu'on n'avait pas trouvé grand-chose. Mais évidemment, je ne pouvais pas lui raconter ce qu'on faisait et ce qu'on allait faire, d'une part. Parce qu'on avait des doutes quant à sa culpabilité ou non culpabilité, donc on n'allait pas lui raconter tout ce qu'on faisait. Et enfin, presque tous les jours au début,
On avait un appel téléphonique, on avait un élément nouveau qui arrivait, sur lequel on enquêtait, sur lequel on grattait, comme on dit dans le jargon, et qui au bout de 2 heures, 3 heures s'avérait pas bon, c'était terminé. Je n'allais pas faire naître à chaque fois des espoirs en disant tiens, on a reçu des faux espoirs. Tiens, on a reçu un coup de fil qui nous dit que, etc. Puis 3 heures après, ben non, c'est pas bon. Ce serait de la torture mentale ou à peu près. Donc j'ai pas fait ça. Après avoir éliminé la piste familiale, les enquêteurs sont persuadés qu'Estelle a été victime d'un prédateur. Ils se lancent donc à la recherche d'un homme qui a très certainement prémédité son acte. Le jour de la disparition, le sol était gelé. Il était totalement impossible d'y enterrer un corps. Pour les enquêteurs, la petite fille a donc été emmenée vivante ou morte, en dehors de Guermantes. Un témoignage essentiel va les conforter dans cette idée. Le jeudi 9 janvier 2003, vers 18h30, Alain Sibold et sa femme sortent de leur bureau, situé sur l'allée du Clos Charron à Guermantes. Il fait nuit, l'endroit est désert. À ce moment-là, précisément, une petite voiture de couleur claire a démarré en trombe et est partie vers le centre de Guermantes, donc vers également l'autoroute ou la francilienne. Les conditions au sol étaient tellement mauvaises, c'était verglacé, on s'est dit pourquoi cette voiture démarre de manière aussi inattendue et en trombe. C'était vraiment très, très étonnant, c'était choquant dans un sens. Cette voiture, qui semble fuir vers les axes routiers rapides, intéresse au plus haut point les enquêteurs. Et si le conducteur venait d'enlever Estelle? On a retrouvé l'occupant de la voiture qui avait été remarqué ce soir-là. Je peux vous dire que c'est un élément qui a été purgé et que la personne qui conduisait cette voiture a été exclue, c'est certain. Ce qui est sûr, c'est qu'aux alentours de 18h, après l'étude, Estelle quitte l'école, située avenue Marcel Proust, sur la commune de Conches. Elle est accompagnée de 2 amies, puis d'une seule. Elles empruntent l'avenue Charles-Péguy, puis la rue des Pis-Vagabondes et l'allée du Temps perdu. Là, un témoin les aperçoit à proximité de la boulangerie. Il est alors près de 18h20. Les petites filles se séparent. Estelle poursuit sa route toute seule. Elle a alors 2 options. Prendre la rue Ottinger, puis ce petit chemin qui longe une aire de jeu, le chemin de la promenade inutile. Ou alors emprunter la rue parallèle, éclairée par des lampadaires, la rue André-Thierry, qui mène à l'allée du Rond du Cerf, où se trouve sa maison. Aucun témoin n'a croisé Estelle. Personne n'a entendu crier. Mais les spécialistes connaissent le pouvoir de conviction pervers des prédateurs. Sylvia Brégé est criminologue. Le prédateur, en général, utilise la manipulation, la ruse, pour faire monter l'enfant sans cri, sans menace, c'est-à-dire sensibiliser l'enfant à ce qu'il a de plus cher, souvent ses parents. Tes parents sont malades, viens, je t'emmène à l'hôpital, viens avec moi. Et là, l'enfant monte automatiquement dans la voiture. Et c'est un jeu pour eux, souvent. Ça les rend plus forts. Autrement dit, Estelle a pu monter de son plein gré dans la voiture de son ravisseur. L'enlèvement a pu avoir lieu en pleine rue, sans alerter personne. Le psychiatre Daniel Zaguri souligne le caractère prémédité de tels actes criminels. Les victimes sont des objets qui sont destinés à entrer dans un mode opératoire et dans un fantasme, et qui n'ont pas d'autre existence que celle de se mouler dans ce scénario. Le 12 janvier, un coup de théâtre relance l'enquête. Vers 8h40, Suzanne Mouzin reçoit un étrange appel passé d'une cabine téléphonique de Cavaillon, dans le sud-est de la France. Au bout du fil, un certain Jackie explique qu'il a enlevé Estelle. Elle est avec lui. Il promet de la remettre dans le train à Avignon, direction Paris. On organise tout pour que le train soit surveillé, pour que le train soit fouillé, pour qu'à l'arrivée, il y ait des fouilles systématiques, etc. Pendant que la gare de Lyon à Paris est envahie par les forces de l'ordre, une équipe de la DRPJ de Versailles se rend à Cavaillon. Pour Eric et Suzanne, commence alors une attente intolérable. Jusqu'à l'arrivée du train, on s'est dit, elle est peut-être dans le train, bon, voilà. Parce que quand vous êtes dans une grande détresse, vous vous accrochez à tout, même à ce qui est le plus délirant. Et c'est ça la force du pervers, de vous amener là où non seulement vous ne voulez pas aller, mais où vous allez vous perdre. Mais Estelle n'est pas dans le train. Ses parents sont anéantis par la nouvelle.
Ils espéraient tellement que ce soit ça, ce qu'on peut comprendre. Donc surtout Madame Mouzin, elle était quand même assez accrochée à ça en espérant vraiment que sa fille soit dans le train, ce qui est parfaitement compréhensible. Cette histoire n'est qu'un ignoble canular. Les policiers comprennent alors qu'il va falloir composer avec tous les déséquilibrés et radiesthésistes de France. Quand Suzanne Mouzin reçoit le coup de téléphone d'un certain Jackie, vous vous jetez littéralement sur cette piste. Vous y avez vraiment cru à ce moment-là? Bien sûr qu'on y croit. Évidemment qu'on y croit. Cet enregistrement, je l'ai écouté, réécouté. La voix, elle a des accents de sincérité. C'est pathétique. Il y a des trémolos dans la voix. Il est crédible. Ah, il est complètement crédible. Et il dit en substance, moi je voulais pas, c'est mon copain qui a voulu, c'est mon copain. La petite, on lui a pas fait de mal. On va la remettre dans le train. Alors quand on a identifié la provenance de l'appel, Avignon, on a fait fouiller tous les trains en partance d'Avignon. Tous les TGV ont pris du retard. Alors l'auteur de ce terrible canular va être condamné à 2 ans d'emprisonnement. 2 ans, c'est une peine évidemment lourde, mais qui s'explique par le contexte particulier de cette affaire et par les faux espoirs qu'il a fait naître. Mais il a aussi fait perdre un temps très précieux aux enquêteurs. C'est pas un canular, Arnaud. Ça s'appelle pas un canular, c'est un délit. Vous n'auriez pas voulu qu'on lui donne un César ou un Oscar pour son interprétation? Non, il a été condamné à une peine de prison. C'est odieux de faire ça. C'est odieux quand même de faire naître des faux espoirs chez les parents, chez les enquêteurs. Puis c'est vrai qu'on a perdu du temps avec cette affaire, c'est vrai. À peu près à la même époque, vous vérifiez toutes les sorties et admissions des hôpitaux psychiatriques et vous tombez sur un homme qui a demandé à être hospitalisé quelques heures après la disparition d'Estelle dans un établissement d'Île-de-France. Et cet homme ne cessait de répéter en boucle « La petite fille est morte, ma petite fille est morte ». Ouais, et là où ça se complique un peu, c'est que cet homme, il n'a pas de domicile fixe, c'est un SDF, comme on dit. Alors il faut arriver à le localiser. Alors on fait une enquête, ça a pris plusieurs jours, ça a pris du temps, et on l'a retrouvé dans le nord de la France. On l'a interpellé, on l'a ramené à Versailles, et puis il nous a raconté sa vie. Et ben, sa vie, elle est dure, elle est très dure. C'est un type en déshérence, parce que sa propre petite fille à lui, est morte de maladie quelques mois plus tôt. Il est complètement mis hors de cause, parce qu'en plus, il était dans un premier hôpital psychiatrique au moment de la disparition d'Estelle. Alors nous sommes sur le trajet qu'empruntait Estelle en rentrant de l'école. C'est sur ce chemin, quelque part, que le prédateur l'a enlevée. C'est une zone habitée, mais relativement calme et peu passante, ce qui explique l'absence de témoignages. Alors en plus, il faut se resituer dans le contexte. On est un 9 janvier entre 18h et 18h30. Il fait nuit noire. Il avait neigé les jours précédents. Les gens sont calfeutrés chez eux, ils ont tiré les rideaux. Les quelques automobilistes qui circulent sur la rue, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est pas glisser sur le verglas. Donc ils sont concentrés sur leur conduite et ils ne regardent pas à droite à gauche. Absolument, c'est rentrer chez eux. Évidemment, ils regardent nulle part, il n'y a pas de témoins. Et si on ne trouve pas de témoins, c'est pas faute d'en avoir cherché, parce que les enquêteurs, ils l'ont refait des centaines de fois cet itinéraire. Ils ont sonné à toutes les portes, ils ont re-questionné les gens, questionné, re-questionné, à un tel point que j'étais obligé de leur dire « Bon, il faut arrêter un peu, il faut rentrer chez vous de temps en temps, sans ça vous n'allez pas tenir le coup, c'est une enquête qui va durer, il faut rentrer à la maison, il faut retrouver pendant quelques heures au moins une vie normale. » En mars 2003, près de 3 mois après la disparition d'Estelle, vous quittez l'enquête car vous êtes nommé à l'inspection générale de la police nationale. Je précise que cette mutation, vous l'aviez demandée bien avant l'enlèvement. Dans quel état d'esprit êtes-vous quand vous partez de la PJ de Versailles? C'est pas très facile. Ça faisait 35 ans que je faisais de la police judiciaire et j'aurais bien aimé partir. Pas forcément en ayant résolu cette affaire, mais au moins en ayant trouvé quelques éléments qui permettent de la poursuivre dans de bonnes conditions. Or là, il n'y avait rien de chez rien. Bon, d'habitude, quand on quitte un service, il y a une espèce de passation de pouvoir, entre guillemets. Il y a des discours, on fait des cadeaux, etc. Il y a une fête, quoi. Et là, il n'y a pas eu de discours, il n'y a pas eu de cadeau. Personne n'avait le cœur à la fête. Est-ce que vous pensez que votre départ a été préjudiciable au bon déroulement de l'enquête? Non, sincèrement, je ne le crois pas. Depuis le début de cette affaire,
J'étais dans une notion d'urgence, j'avais le nez dans le guidon. Les événements se succédaient les uns les autres. Je ne pouvais pas prendre du recul, je ne pouvais plus prendre du recul. Et je crois que mon successeur, lui, est arrivé avec un œil neuf. Jean Espitalier, absolument. Et est arrivé avec un œil neuf, avec un regard nouveau, et qui pouvait voir des choses qui m'avaient échappé. Quand on a le nez dans la procédure, le nez dans l'affaire, c'est sûr qu'on ne voit peut-être pas des choses qui sont juste à côté. C'est donc sans vous que la traque du prédateur d'Estelle va se poursuivre. Les enquêteurs vont se mettre à la recherche du moindre indice et du moindre témoignage qui pourrait les mettre sur la piste de l'auteur des faits. En juin 2003, soit 6 mois après la disparition d'Estelle, arrive enfin dans l'enquête un témoignage important. Un habitant de Guermantes contacte la PJ de Versailles. Il explique que sa fille de 10 ans a été victime d'une tentative d'enlèvement. Un homme a essayé de la faire monter dans sa camionnette blanche. Les faits se sont déroulés 3 semaines avant la disparition d'Estelle. Stéphanie Duchâtel et son équipe, parmi laquelle Marilyn Huchet, vérifient dans un premier temps la véracité de ce nouveau témoignage. Il ne s'agissait pas du tout d'une mauvaise interprétation ou d'une fantasmatisation de cette petite fille. Il s'agissait bien de quelqu'un qui l'avait accosté et tout ça. Elle n'a pas du tout été violentée ou agressée même verbalement par cet individu, mais il a quand même proposé de la ramener chez elle. La petite fille est alors conduite à la DRPJ de Versailles. Elle se souvient très bien de l'homme qui l'a accostée un jeudi soir, vers 18 h. Les techniciens de l'identité judiciaire élaborent avec elle un portrait robot. Il est vrai que lorsqu'une enfant est agressée, le masque qui va rester imprégné psychiquement parlant va être quelque chose, oui, de pas propre. Mais dans le sens où c'est pas forcément physique, ça va être le ressenti, voilà, qui ressort face à ce pas propre. La fillette compose le visage de son agresseur. Des lunettes ovales, des cheveux noirs coupés courts, une barbe de 3 jours. Voici l'homme qui a tenté d'enlever la petite fille en décembre 2002. Pour les enquêteurs, ce portrait robot est un peu décevant. C'était quand même un individu assez classique, sans aucun signe particulier qui aurait pu vraiment nous permettre de le cibler. Là, c'était pas du tout le cas. Et puis voilà, c'est un peu monsieur tout le monde. Le portrait robot est tout de même diffusé très largement dans les commissariats et dans les médias. Les enquêteurs vont également rechercher la camionnette blanche décrite par la petite fille. Ils vérifient plus de 70 000 véhicules, sans aucun résultat. Toutes les vérifications ont été faites sur tous les fourgons blancs de la région parisienne. Le portrait robot, il n'a jamais pu être identifié, donc ça s'arrête là. Mais c'est vrai que c'est le premier élément objectif qu'on a exploité. En parallèle, Éric Mouzin lance de sa propre initiative, et cela dès le 12 janvier 2003, un appel aux ravisseurs. Je me dis qu'il faut justement ne pas faire comme on fait d'habitude. Donc il faut essayer d'aller chercher la personne qui a enlevé Estelle et de la toucher pour que elle ait un espèce de réflexe et puis qu'elle donne une information. Bon, c'est peut-être totalement illusoire, peut-être que ce genre de personne est complètement étrangère à toute forme d'humanité. Il a toujours eu besoin, depuis la disparition de sa fille, de se sentir investi d'une mission complémentaire à la nôtre. Et c'est vrai que là, ça paraissait assez logique qu'un père ait envie de s'adresser d'homme à homme, j'allais dire, à la personne qui avait pu enlever sa fille. Marilyn Huchet connaît les écueils à éviter dans l'élaboration de ce type de message. La provocation et la menace trop pressante de faire sentir que vraiment on est en phase quasiment d'interpellation, là c'est 2 champs à éviter absolument. Parce que le stress aidant, en se disant bon qu'est-ce que je fais, ils vont me prendre de toute façon j'ai plus rien à perdre, pouf, je tue, histoire déjà de me débarrasser parce que mine de rien, une personne vivante c'est encombrant. Et en plus après, qu'est-ce que je mets en place pour me sauver vite fait. Le but d'un appel via les médias n'étant pas de venir titiller l'auteur sur le champ de l'agression, mais bien de pouvoir, si tant est que ce soit encore possible, de récupérer la personne en vie. Le père d'Estelle adresse ensuite un appel aux compagnes de criminels sexuels. Le prédateur est rarement seul, il associe souvent sa femme, ou qu'en tout cas elle est informée de ce qui se passe. Je pense qu'il y a toujours une part d'humanité chez tout le monde, et que c'est cette part qu'il faut toucher. Éric Mouzin met en place un numéro vert. C'est lui-même qui écoute les réponses. Des femmes violées demandent son aide, des médiums et des soi-disant envoyés de Dieu lui parlent d'Estelle.
Une épreuve quasi masochiste. Le soir, je rentrais et j'écoutais les messages. Après, il fallait rappeler tous les gens pour essayer de savoir ce qu'ils me racontaient était vrai, complètement rien. Donc voilà, donc j'ai entendu tout ce qu'on ne m'arriverait pas à imaginer. Je voulais vraiment aller chercher le témoignage qui me permettait de remonter à Estelle. Et je n'ai pas imaginé une seule fois que j'allais entendre ce que j'allais entendre. Le 16 décembre 2003, après un an d'enquête, le groupe Estelle organise un gigantesque coup de filet. L'opération a été préparée dans le plus grand secret pendant 3 mois. Les enquêteurs ont étudié les dossiers de 300 personnes condamnées pour pédophilie. En se penchant sur leur mode opératoire et sur leurs différentes périodes d'incarcération, ils vont finir par en retenir 75 susceptibles d'avoir enlevé Estelle. 6 heures du matin, 450 policiers sur l'ensemble du territoire français interpellent simultanément les 75 cibles. Plus du tiers de ces arrestations se déroulent en Seine-et-Marne. Les autres sont effectuées dans tout le pays, du jamais vu en France. À Versailles, dans les bureaux de la police judiciaire, c'est l'effervescence. Le jour J, chaque équipe se rend au domicile de la personne ciblée pour y être à 6 heures. Et puis après, c'est garde à vue, audition, perquisition, etc. Moi, pendant les auditions, mon travail de psychocriminologue, oui, c'est de m'intéresser à la personnalité. C'est de comprendre le fonctionnement de la personne et de pouvoir dire un petit peu du fonctionnement de la personne aux enquêteurs. Les personnes arrêtées sont toutes placées en garde à vue. Leur emploi du temps et leur alibi du 9 janvier 2003 sont vérifiés. Les policiers sondent aussi les murs de leur domicile pour s'assurer qu'ils ne dissimulent pas de corps. Sont également saisis leurs ordinateurs pour une expertise approfondie. Alexis Rimbaud est expert judiciaire en informatique. Il n'a pas participé à l'enquête sur Estelle Mouzin, mais il sait parfaitement comment décrypter un disque dur. Le disque dur et l'informatique plus généralement contient toute l'intimité de l'utilisateur. Avec cette analyse informatique, l'expert donne des indications aux enquêteurs sur les pratiques illégales de l'usager. On comprend comment l'image est arrivée ici. Est-ce qu'il y a une volonté réelle d'aller chercher une image pédopornographique? Est-ce qu'il y a du stockage? Est-ce que les éléments qui sont là sont mis en partage? Est-ce qu'il y a une attitude plus ou moins compulsive à aller chercher des images? Durant plusieurs jours, la PJ de Versailles accumule et vérifie les informations. C'est pas le tout d'avoir toutes ces personnes en garde à vue. Après, il faut voir un petit peu ce qu'elles ont déclaré, si c'est conforme ou pas conforme à leur emploi du temps, aux témoignages des uns et des autres. Enfin voilà, c'est toujours pareil. C'est bien beau d'amasser des masses d'informations, mais il y a un moment, il faut les purger, il faut les traiter, sinon ça sert pas à grand chose. Je crois que c'est une des premières fois où la police judiciaire française fonctionne de cette façon. Affaire exceptionnelle, moyen exceptionnel. On a un peu le sentiment, quand on a vu ça, c'est un peu calqué sur des méthodes de police américaines. Malheureusement, aucun lien ne peut être établi entre l'enlèvement d'Estelle et l'un des délinquants sexuels interpellés. Ce qui laisse un goût amer à Éric Mouzin. C'est une très belle gesticulation médiatique qui est parfois à la limite du hors-jeu juridique, puisque je ne vois pas sur quels critères on peut interpeller des gens chez eux à leur domicile au motif qu'ils ont été condamnés pour un délit quelconque. Une fois qu'ils ont fini leur peine de prison, ils sont en règle. Mais pour l'un des avocats d'Éric Mouzin, maître Corinne Herman, ces opérations sont juridiquement recevables. Finalement, ces opérations, qui sont plus des opérations peut-être politiques et de politique criminelle et démonstratives, ont quand même le mérite d'avoir donné un coup de pied dans la fourmilière et peut-être d'avoir protégé d'autres enfants. Et finalement, de ce point de vue-là, moi je pense que ça n'est jamais de trop. Aucune nouvelle d'Estelle, mais l'opération permet de mettre fin à un projet criminel. On a potentiellement évité un futur enlèvement d'enfants parce qu'il y a une personne qui a été interpellée et qui avait chez lui dans un sac de quoi enlever potentiellement un enfant, c'est-à-dire des cordelettes, un produit pour endormir un enfant, pour neutraliser un enfant, enfin plusieurs objets qui auraient pu lui permettre d'enlever un enfant.
Ce coup de filet exceptionnel dans le milieu des délinquants sexuels n'apporte aucun élément. Il va cependant permettre d'alimenter le FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques. En 2003, ce fichier est en pleine constitution. Est-ce que vous pensez qu'il y avait une chance de retrouver l'auteur de l'enlèvement parmi ces délinquants sexuels déjà condamnés? De toute façon, il fallait essayer. L'enquête de type classique, telle qu'elle a été menée jusqu'alors, n'a pas abouti. Donc il faut imaginer d'autres méthodes d'enquête, d'autres manières d'aboutir à l'auteur de ces faits. Alors les enquêteurs, ils ont une idée. Plutôt que de partir des faits pour aller vers un auteur, on présuppose, on part du postulat qu'il s'agit d'un crime, d'un enlèvement à caractère sexuel. On cible une population de délinquants sexuels déjà répertoriés, qui est susceptible d'avoir commis cet enlèvement pour des raisons géographiques et pour un certain nombre de raisons. On les interpelle, on les entend, on vérifie leur emploi du temps. Justement, certaines personnes ont critiqué un peu cette démarche en expliquant qu'on était à la limite de la légalité. Alors c'est évident que de temps en temps, dans certaines affaires, on fait des opérations qui sont à la limite de la légalité. La perquisition qu'on a faite dès le début de cette affaire, on ne cible pas des gens en particulier, on perquisitionne chez tout le monde à Guermantes. Bon, c'est légal, mais bon, c'est un peu limite. Ce que vous dites, c'est ce qui n'est pas illégal et légal. Ce qui n'est pas illégal est légal, et en plus, cette opération, elle est faite sous le contrôle, sous l'autorité même d'un juge d'instruction. Un juge d'instruction, c'est un magistrat, il ne va pas demander aux policiers de commettre un acte illégal. À plusieurs reprises, Éric Mouzin a fait le choix de s'adresser directement à celui qui a enlevé sa petite fille. Le 24 mai 2003, il réitère son appel avec ce message particulièrement fort que je vous propose d'entendre ou de réentendre. J'ignore qui vous êtes et où vous vous trouvez. Je suis en revanche certain que vous m'entendez et que vous vous en sentez flatté. Estelle n'est pas une chose que l'on peut garder comme cela. Estelle est une enfant qui doit retrouver sa liberté et sa famille. Quoi qu'il ait pu arriver à Estelle, vous devez nous la rendre. Il n'y a pas dans ce message de marchandage ni d'appel à quelque forme d'humanité qui pourrait être en vous. Vous avez commis un acte monstrueux et vous ne faites pas partie du genre humain. Je ne suis pas un justicier, je suis simplement un père qui veut retrouver sa fille. Les suites qui seront données à cette affaire par la justice ne m'intéressent pas aujourd'hui. Mais n'espérez pas l'impunité. Alors au-delà de l'émotion qu'on peut ressentir naturellement quand on est papa ou simplement d'être humain, est-ce que vous pensez que ce type de message a une quelconque utilité? C'est fréquent que les parents d'enfants enlevés, d'enfants disparus, s'adressent aux ravisseurs. C'est une espèce de message, c'est une espèce de bouteille lancée à la mer. Seulement les bouteilles lancées à la mer, elles arrivent rarement à destination. Ça m'étonnerait qu'un ravisseur sorte du bois en écoutant le message des parents. En tout cas, de mémoire de flic, je n'ai jamais vu ça. En revanche, ces appels, ils peuvent susciter des témoignages, ils peuvent inciter les proches du ou des ravisseurs. Ça peut inciter des gens qui savent quelque chose à se révéler, à le dire peut-être d'une façon détournée, d'une façon anonyme, mais de se manifester auprès des services de police. Il y a cependant un événement extérieur qui va relancer cette affaire. Le 26 juin 2003, des policiers belges arrêtent un certain Michel Fourniret qui vient de commettre une tentative d'enlèvement sur une petite fille de 13 ans. L'enquête va très vite permettre de lui attribuer plusieurs rapts, séquestrations, viols et meurtres de mineurs. Parce que certains de ces crimes ont été commis en France, les policiers de Versailles se disent qu'ils tiennent peut-être enfin celui qui a fait disparaître Estelle. La piste Fourniret, elle arrive comme un cadeau presque, parce qu'on est fin juin 2003. On continue à travailler que sur la disparition d'Estelle depuis des mois et des mois, sans succès. Il devient très rapidement le suspect numéro 1 dans la disparition d'Estelle. La PJ de Versailles essaie d'établir des rapprochements entre celui que l'on surnomme l'ogre des Ardennes et Estelle. Le premier d'entre eux est géographique. En 1987, Michel Fourniret purge une peine pour viol sur mineur à Fleury-Mérogis. Il rencontre alors sa troisième femme, Monique Olivier. Elle est visiteuse de prison et séjourne à quelques kilomètres de Guermantes. Elle habite à Gournay-sur-Marne, ils échangent des courriers à cette époque, et c'est ces courriers qui partent de Gournay où elle lui dit
qu'elle lui trouvera des vierges et où lui dit qu'il exécutera les hommes de sa vie. En gros, c'est un petit peu le pacte terrible qu'ils ont passé à Gournay. Au moment de son arrestation, le couple réside à Sarcustine, en Belgique. Mais l'enquête révèle que Michel Fourniret n'a jamais cessé de se rendre en région parisienne, notamment à Clairefontaine, pour y voir régulièrement sa famille. Guermantes est dans l'axe entre les Ardennes et Clairefontaine. On passe en descendant, il ne prenait jamais l'autoroute, il prenait que les nationales. Les enquêteurs de Versailles vont ensuite se pencher plus précisément sur le mode opératoire du tueur. Michel Fourniret faisait monter des jeunes filles ou des enfants dans son véhicule sous un prétexte ou un autre. Le véhicule était trafiqué, donc l'enfant ne pouvait pas sortir, ouvrir la portière, et il l'emmenait à peu près là où il voulait, et ensuite il se livrait aux actes qu'on connaît pour les autres victimes. Ce qui a effrayé, c'est le caractère éminemment organisé de sa recherche des victimes, cette façon très réfléchie de les aborder, de calmer leur appréhension, de les mettre en confiance. Prédateur itinérant, Michel Fourniret se déplace toujours en utilitaire blanc. Immédiatement, les enquêteurs de Versailles font le rapprochement entre ce mode opératoire et l'agression dont a été victime la petite fille à Guermantes, quelques semaines avant la disparition d'Estelle. La photo de l'ogre des Ardennes est présentée à la fillette. Son verdict est sans appel. Elle était certaine que Fourniret n'était pas celui qui l'avait abordé le 19 décembre 2002. Mais la piste Fourniret n'est pas refermée pour autant. Les enquêteurs craignent que la liste des victimes du tueur en série ne soit pas complète. Estelle pourrait être l'une d'entre elles. Monique Olivier dit de façon très claire, oui, Estelle Mouzin était le type de victime dont pouvait raffoler Michel Fourniret. Les choses sont très claires. Le psychiatre Daniel Zaguri, qui a expertisé Michel Fourniret, émet cependant quelques réserves. Chez Fourniret, l'élément central, c'est la virginité. Fourniret n'est pas fasciné par l'enfant prépubère, c'est dans cela qu'il n'est pas pédophile, il est fasciné par le passage de la prépuberté à la puberté. Estelle ne correspond pas au profil de Michel Fourniret parce qu'il s'agit d'une enfant qui n'est pas encore sexuée, donc elle n'est pas encore pubère. Il est tellement centré sur ce fantasme de virginité qu'il me semble difficile d'imaginer qu'il aurait pu s'en prendre à des fillettes plus jeunes. Mais il faut être toujours extrêmement prudent. Monique Olivier raconte alors aux enquêteurs la réaction de son époux devant une émission de télévision consacrée à la disparition d'Estelle Mouzin. Michel Fourniret dit « celle-là, c'est pas moi ». Elle rajoute, il le dit en rigolant. Elle le connaît, on sait ce que ça veut dire quand il rit. Les enquêteurs cherchent alors à vérifier l'emploi du temps de Michel Fourniret le jour de l'enlèvement d'Estelle. Le 9 janvier, il est dans son pavillon de Sarcustine en Belgique, où il appelle avec le téléphone fixe de son domicile plusieurs personnes, dont son notaire, qui se souvient parfaitement l'avoir eu en ligne. À 20h08, la facture téléphonique l'atteste. Il appelle son fils aîné, qui habite en France, car c'est le jour de son anniversaire. Je précise quand même que ce coup de fil n'a pas abouti, c'est-à-dire qu'il aboutit sur un répondeur, et le fils ne se souvient pas que son père lui a souhaité un anniversaire, et je rappelle également que c'est une des rares fois où son père fêtait son anniversaire à son fils. Cet alibi n'est pas très solide. N'importe qui peut le passer, ce coup de fil. S'il a demandé par extraordinaire à sa femme de le faire, la femme, elle reste au domicile, compose le numéro de téléphone, tombe sur le répondeur et raccroche. C'est effectivement un petit peu court comme alibi. L'emploi du temps de Michel Fourniret, ce jeudi 9 janvier 2003, est invérifiable. Le parcours criminel de l'ogre des Ardennes prouve sa très grande capacité à brouiller les pistes. On se rend compte que ce garçon, il a X portables, 48 cartes SIM, plusieurs véhicules, qu'on ne sait jamais où il est, on ne sait jamais ce qu'il fait, qu'il ne paye pas l'autoroute avec sa carte bancaire, qu'il paye tout en liquide et qui devient insaisissable, qu'on n'arrive jamais à le tracer géographiquement. Difficile de recouper les informations. Michel Fourniret lui-même s'y perd. Moi, j'ai un souvenir assez extraordinaire. Il indiquait dans des aveux qu'il avait enterré le corps d'une jeune fille à un endroit très précis. Il emmène les enquêteurs à cet endroit et pendant que la fouille commence, la description vestimentaire qu'il fait
sur ce lieu de découverte de corps, c'est celle d'Estelle Mouzin. Le corps retrouvé n'était évidemment pas celui de la fillette. Et personne ne peut dire si le criminel a confondu ses victimes ou si c'est une simple coïncidence. Aujourd'hui, Stéphanie Duchâtel est intimement persuadée que Fourniret n'est pas le prédateur d'Estelle. Elle connaît bien le tueur pour avoir eu avec lui de longues et nombreuses conversations. Franchement, je pense que si ça avait été lui, pour le coup, il l'aurait dit, on l'a rencontré plusieurs fois. Il y a une espèce de confiance, le mot est peut-être mal choisi, mais il y a une espèce de rapport de confiance qui s'est créé entre nous. Et je pense sincèrement que, sans avouer clairement, il aurait dit un mot, il aurait fait une allusion qui aurait fait qu'il aurait éveillé nos soupçons. Ce qui n'a pas été le cas. Je pense que vraiment cet appel, c'est lui qui l'a passé. Je pense que vraiment le 9 janvier, il était chez lui. Le commandant Duchâtel a instauré avec le tueur en série une relation particulière. Celle-ci s'est exprimée lors du procès de Michel Fourniret. Stéphanie Duchâtel y était citée comme témoin. Fourniret était un peu comme dans un salon de thé avec elle, aux assises. Hein. Ils étaient plus que tous les deux, comme si tout le reste avait disparu. Et il prend presque rendez-vous avec elle pour une prochaine audition en lui disant écoutez, quand vous avez besoin de moi, je viendrai vous voir avec plaisir. En juin 2008, Michel Fourniret est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour les viols et les meurtres de 7 jeunes filles. Estelle n'est pas comptée parmi ses victimes. Les policiers français ont été très vite convaincus que ça n'était pas Michel Fourniret. Pour quelle raison, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que les policiers belges, eux, étaient convaincus que c'était Michel Fourniret qui avait tué Estelle Mouzin et que si des Belges pensent ça, les Français ne peuvent pas penser pareil? Je ne sais pas. Les enquêteurs de la brigade criminelle de Versailles n'arrivent pas à relier matériellement Michel Fourniret à la disparition d'Estelle. C'est alors qu'il se passe dans la banlieue de Vienne, en Autriche, un événement incroyable. Le 23 août 2006, une jeune fille de 18 ans s'évade de chez son ravisseur. Natacha Kampusch, c'est son nom, dit avoir été retenue captive 3096 jours. La police confirme qu'elle a bien été enlevée 8 ans plus tôt. Comme Estelle, elle avait à peine 10 ans au moment de sa disparition. Comme Estelle, elle rentrait à pied de l'école. Cette réapparition souffle sur les braises du fol espoir de retrouver Estelle vivante. Il est évident que si demain matin Estelle sort d'une boîte, je ferai tout et encore plus pour que tout ça soit effacé si c'est possible, voilà, bien sûr. Mais on ne peut pas dire je vais attendre ça, en même temps se dire elle est morte, quoi. Parce que sinon on s'y perd. Enfin, en tout cas, j'ai le sentiment que je m'y perdrai. Le directeur de la DRPJ de Versailles, Philippe Bugeaud, sait bien qu'en matière criminelle, tout est possible. On a eu des cas, comme vous le savez, en Autriche, en Californie, où des jeunes femmes qui avaient disparu depuis des années, des durées similaires à celles d'Estelle Mouzin, sont réapparues. Donc on ne perd jamais espoir, mais je pense que ça c'est très très difficile à gérer pour la famille. Natacha Kampusch n'est pas un cas unique. D'autres enfants ont été séquestrés de nombreuses années. En Californie, Jessie, enlevée à 11 ans, est restée prisonnière de son ravisseur pendant 18 ans. Dans le Missouri, Sean a retrouvé ses parents après 4 ans de captivité. L'Autrichienne Elisabeth Fritzl a vécu enfermée dans une cave pendant 24 ans. Ces affaires résonnent forcément dans l'enquête sur la disparition d'Estelle. J'avoue que c'est notre terreur. J'avoue que c'est quelque chose qui nous... J'avoue qu'à chaque fois qu'on se rend à Guermantes, je vois ces maisons derrière ces barrières, ces clôtures, et je me dis, et si elle était là? Et on se le dit parce que c'est naturel de se le dire. Janvier 2009, un nouvel élément alimente l'espoir de retrouver Estelle vivante. La photo d'une enfant lui ressemblant beaucoup est repérée sur un site pornographique estonien. C'est vrai que quand on voit le visage de cette jeune fille, sincèrement, moi je me suis dit que c'est vrai qu'elle ressemblait à Estelle. Et si cette photo était celle d'Estelle 6 ans après sa disparition? Et si la fillette était séquestrée par un réseau de prostitution infantile? La priorité pour les enquêteurs est donc de vérifier l'origine de ce cliché. Les experts cherchent à dater la photo. Il y a plusieurs types de dates. Ça peut être tout simplement la date de prise de vue de l'image.
Ça peut aussi être la date de modification de cette image. Ça peut aussi être la date de mise en réseau. Ensuite, on a les informations contenues, plus technologiques, dans le fichier. C'est ce qu'on appelle les informations EXIF. Donc dans ce cas-là, on a des informations supplémentaires sur l'appareil de photo utilisé, la focale utilisée, la date, les moyens éventuellement utilisés lors de la prise de vue. Les investigations ont permis d'établir que la diffusion de la photo sur le site estonien était antérieure à la disparition d'Estelle. Il est donc impossible que ce soit elle. En janvier 2010, Éric Mouzin fait faire un portrait vieilli de sa fille. Le père d'Estelle se dit peut-être que ma fille elle est encore vivante, peut-être qu'elle a grandi. Ça vaudrait peut-être le coup de diffuser le visage qu'elle aurait si elle était encore vivante. Ce qui paraît pas totalement aberrant, surtout pour un père qui peut pas supporter peut-être l'idée que sa fille soit décédée. Ce portrait vieilli a été réalisé aux États-Unis, les spécialistes dans ce domaine. Souvent utilisée depuis 1990, cette technique a déjà permis de retrouver 1000 enfants sur le territoire américain. En France, Alexis Rimbaud est l'un des rares informaticiens à effectuer ce genre de portrait. C'est une technologie qui relève plutôt de la science-fiction. Le résultat n'est pas simplement dû à un héritage génétique. L'évolution du portrait de quelqu'un peut évoluer évidemment en fonction de son histoire personnelle. Tout a une influence sur les traits du visage, l'alimentation, la vie psychologique de quelqu'un, mais c'est une technologie pointue qui peut dans certains cas faire progresser l'enquête, mais on l'utilise avec parcimonie. Il faut pas trop investir dans ce genre de technologie. J'ai vu arriver sur mon ordinateur la photo vieillie d'Estelle, ressemblant quand même à une jeune américaine de la banlieue de San Francisco et non pas à une enfant de la région parisienne. Pour Éric Mouzin, cette image est bouleversante. De voir apparaître la photo sur votre écran, c'est quand même pas quelque chose de neutre et c'est pas quelque chose de facile. Là encore, on vous laisse vous dépatouiller tout seul de cette affaire-là et de vous prendre dans la gueule ce genre de choses. Bon, c'est pas grave, on s'en remettra, hein, on va dire. En Belgique, les familles d'enfants disparus ne sont plus seules. En 1998, après le cataclysme provoqué par l'affaire du Trou, l'association Child Focus est fondée. Elle épaule et informe les familles. Elle gère également les avis de recherche et la diffusion de portraits vieillis. Miguel Torres Garcia est directeur du service disparition de Child Focus. Je crois qu'il est important donc, dans les disparitions de longue durée de diffuser des messages tous les X temps avec une photo donc, qui est beaucoup plus actuelle. Même si nous n'avons pas de résultats concrets par rapport à ce procédé, je crois que c'est quelque chose qu'il faut toujours mettre en œuvre, ne pas le perdre de vue, et ce n'est pas parce qu'en fait ça n'a rien donné qu'il faut le laisser de côté. En matière de disparition, quand on ne retrouve pas de corps, il est humain d'imaginer que la personne est peut-être encore en vie. Dans le cas d'Estelle, est-ce que vous croyez que cela est possible? Que je crois ou que je ne crois pas n'a aucune importance. Une enquête criminelle, c'est pas un amas de croyances, c'est la recherche de preuves. Estelle avait un peu moins de 10 ans quand elle a disparu. Elle aurait 20 ans aujourd'hui. Dans les 10 ans qui se sont écoulés, aucun élément de preuve ne permet de penser qu'elle est encore en vie. Alors cette question est difficile, mais à quel moment dans l'enquête avez-vous cessé d'espérer retrouver Estelle vivante? Il n'y a bien sûr pas un moment précis, mais on sait par expérience que les prédateurs sexuels agissent sous l'emprise d'une pulsion, d'une ignoble pulsion. Or cette pulsion, ils la satisfont rapidement après l'enlèvement. Et après qu'il l'ait satisfaite, soit ils relâchent leur victime en pensant qu'elle ne pourra pas témoigner, qu'elle n'est pas en mesure de témoigner, soit ils la font disparaître en pensant que c'est devenu un témoin gênant. Et ça, souvent dans les heures, statistiquement, dans les quelques heures qui suivent l'enlèvement. C'est quasiment toujours dans les heures qui suivent la disparition. Alors, la disparition d'Estelle est la dernière affaire criminelle sur laquelle vous ayez travaillé et c'est une affaire non résolue. Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous faites des reproches? Alors des regrets, évidemment que j'en ai. Mais des reproches, un sentiment de culpabilité, des remords, non, j'en ai pas et je ne vois pas qui peut en avoir dans cette affaire. Tous les enquêteurs qui ont travaillé sur cette affaire ont déployé beaucoup d'énergie, beaucoup de savoir-faire. Je crois qu'ils se sont énormément investis
Et aujourd'hui, ça n'a toujours rien donné. Ce qui manque, je crois, maintenant, c'est un petit peu de chance. Alors, vous m'avez toujours dit qu'il n'y avait pas de crime parfait, mais seulement des enquêtes imparfaites. Est-ce que vous êtes passé à côté de quelque chose? Est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose? Ça, j'en sais rien. On ne peut pas le savoir aujourd'hui. On ne le saura que le jour où l'auteur de l'enlèvement d'Estelle sera identifié et arrêté. Là, on saura si on était juste à côté ou si on ne pouvait pas, au moment où on enquêtait, l'identifier et le trouver avec les moyens techniques dont on disposait. Depuis 10 ans, l'enquête a régulièrement connu des rebondissements et à chaque fois, l'espoir de résoudre l'affaire est ravivé. En janvier 2008, les policiers de Versailles ont connaissance d'une information par le biais d'un journaliste enquêtant sur le milieu asiatique. Le corps d'une enfant serait enterré sous les fondations d'un restaurant chinois, proche de Guermantes. C'est une histoire rocambolesque et peut-être ranguignolesque. Très vite, la nouvelle se répand. Moi, j'avais eu le tuyau par des flics. Ça s'est vite propagé. Dans notre microcosme de journalistes faits diversiers, tout le monde savait qu'il y avait une information intéressante. Le jeudi 31 janvier 2008, tout le monde est au rendez-vous pour une perquisition extrêmement médiatisée. 50 journalistes, photographes, caméramans, des journalistes de presse écrite, des agences, on est tous en planque à droite à gauche. Il y avait plus de journalistes que de flics. C'est un peu l'enquête à l'envers, si vous voulez. Midi 5 arrive, c'est une cinquantaine de policiers qui débarquent de nulle part et qui investissent les lieux. La fouille, ou plutôt la destruction des lieux, peut commencer. Ils sont arrivés avec bulldozer, ils ont pété le restaurant. Ils n'ont pas fait dans la dentelle. Enfin, en tout cas, le mec qui conduisait la grue, il était un peu cassé le toit. Enfin, bon. Des ossements sont bien retrouvés. Mais leur observation permet rapidement de conclure que ce ne sont que des ossements d'animaux. Du coup, tout le monde s'est un peu gossé du truc en disant la PJ Versailles, il casse un restaurant, alors que finalement, c'est pour retrouver 3 pattes de canard. Les investigations paraissaient un peu démesurées par rapport aux résultats. Mais à contrario, on aurait retrouvé le corps d'Estelle. Et pourquoi pas là? On ne l'a pas retrouvé ailleurs. Pourquoi pas là, dans l'absolu? Cet épisode suscite de nombreuses critiques dans la presse. Ses conséquences financières sont importantes. Car 8 mois plus tard, les gérants du restaurant obtiennent 300 000 € de dédommagement. Régulièrement, l'enquête sur la disparition d'Estelle est ponctuée de faux coups de théâtre. En janvier 2012, une mystérieuse valise contenant de nombreux articles de presse et des notes sur la disparition de la fillette est découverte dans un hôtel de Besançon. Très rapidement, la personne qui détenait cette valise qu'il avait oubliée dans un hôtel a été récupérée, a été interrogée. On s'est rendu compte que c'est juste quelqu'un qui collectionnait des articles sur la disparition d'Estelle Mouzin, sans autre lien possible. Néanmoins, il fallait l'interroger pour voir d'éventuels liens avec en particulier des gens plus âgés que lui, parce qu'il se trouve que la personne qui a été interpellée et interrogée a peu ou prou le même âge qu'aurait aujourd'hui Estelle Mouzin. Comme systématiquement depuis 10 ans, les investigations menées autour de ce jeune homme et de sa valise se déroulent sous les feux médiatiques. Cette information, elle est communiquée de façon instantanée à la terre entière par quelqu'un pour montrer que l'enquête continue, qu'on met le paquet, qu'il y a encore plus d'enquêteurs qu'au premier jour et qu'on va y arriver. C'est donc bien qu'on veut faire passer un message, et ce message, il a bien une fonction politique. Au début de l'enquête, Éric Mouzin, porté par l'association qu'il a créée rapidement après l'enlèvement d'Estelle, a souhaité cette médiatisation. Aujourd'hui, il en dénonce les travers. Et il s'étonne même que chaque année, aux alentours du 9 janvier, un nouvel élément fasse la une des journaux. On a des comptes à rendre aux magistrats, on a des comptes à rendre aux parents d'Estelle, on a des comptes à se rendre à nous-mêmes parce qu'on veut plus que tout sortir cette affaire. Mais franchement, penser qu'on va faire des investigations pour qu'à l'anniversaire on nous dise c'est bien, vous avez travaillé, enfin franchement on est largement au-dessus de ça. 10 ans après la disparition d'Estelle, quels espoirs restent-ils? Est-il encore possible que l'affaire soit élucidée? Les enquêteurs de Versailles doivent aujourd'hui clôturer définitivement la piste Fourniret. À la demande d'Éric Mouzin et de ses avocats, les milliers de poils et cheveux prélevés dans la fourgonnette de Michel Fourniret font l'objet depuis 2010 d'analyses génétiques. On a demandé, il a fallu plus de 2 ans de bagarre avec la justice, qu'on aille vérifier les milliers de cheveux qui avaient été retrouvés dans le dernier véhicule de Michel Fourniret, cheveux qui pourraient donner la solution pour Estelle, qui pourraient donner la solution aussi pour d'autres crimes. Ces analyses sont effectuées à l'Institut génétique Nantes-Atlantique. C'est Gaëlle Lepajolec, experte en empreintes génétiques, qui en a la charge.
Elle nous explique pourquoi l'examen des scellés est si long. L'observation des scellés, oui, c'est ce qu'il y a de plus important et c'est ce qu'il y a de plus long aussi. Et c'est une étape qu'une machine ne peut pas réaliser. C'est forcément un technicien, c'est forcément une personne qui va examiner l'objet et qui va décider de faire un prélèvement à tel endroit plutôt qu'un autre. La première étape pour le technicien est de faire le tri dans les milliers de scellés. Car dans la voiture de Michel Fourniret, on trouve des éléments de toutes origines. Des cheveux humains, des poils d'animaux, des fibres synthétiques ou végétales. On prélève chaque élément un par un et on l'observe au microscope de manière à déterminer s'il s'agit d'un élément pileux, d'une part, et en observant le bulbe et ce que l'on appelle la médulla, c'est-à-dire le centre de l'élément pileux, on peut savoir s'il s'agit d'un élément pileux humain ou animal. Le secret de l'instruction interdit à Gaël Lepajolec d'en dire plus. Aujourd'hui, les 10 ans d'enquête sur la disparition d'Estelle pèsent 27 tomes de procédures, réunissant des milliers de procès-verbaux. C'est l'un des dossiers d'instruction les plus volumineux de France. Sincèrement, je pense qu'à ce jour, on n'a pas encore rencontré celui qui a enlevé Estelle. Pour Éric Mouzin, l'absence de réponse est difficilement supportable. Même si je continue à exiger que l'affaire continue à être instruite, je sais qu'elle peut ne pas aboutir. Ça fait déjà quelques années que je me prépare à ne pas avoir la réponse. Et que j'ai essayé de bâtir ma stratégie pour ne pas... pour vivre avec. Pendant toutes ces années, le père d'Estelle s'est battu pour que les enquêtes sur les disparitions d'enfants soient dotées de moyens supplémentaires. Avec son association, il a notamment milité pour que la France mette en place le dispositif Alerte Enlèvement. Créé en 2006, ce système a déjà permis de retrouver plusieurs enfants dans les heures qui ont suivi leur rapt. Mais pour Estelle, il n'aurait pas été déclenché car le plan n'est efficace que si des indices viennent immédiatement orienter les recherches. Aujourd'hui, les enquêteurs de l'APJ de Versailles sont toujours dans l'attente d'un témoignage. Il y a forcément quelque part quelqu'un qui sait quelque chose. Il faut qu'on continue à parler d'Estelle, il faut qu'on continue à dire que cette jeune fille n'a pas pu disparaître, s'envoler comme un ange, et pour qu'il y ait un espoir de savoir ce qui s'est passé. Au moins retrouver Estelle, quoi. Qu'on puisse au moins aller voir ses parents en leur disant, bah voilà, au moins vous pouvez faire votre deuil, votre fille elle repose en paix. Je pense que ce serait malgré tout un énorme soulagement pour les parents. 10 ans après la disparition d'Estelle, Éric Mouzin est toujours dans le combat. J'ai décidé de m'approprier le slogan qui clôture une émission de France Inter, c'est et surtout on ne lâche rien. Je trouvais ça parfaitement adapté à ma situation. À la fois on s'est battu, à la fois on n'a pas réussi. Je me bats pour ma filleule, quoi. Je suis son parrain, pour toujours. On ne peut pas abandonner Estelle. Mais en même temps, il faut continuer à vivre et il ne faut pas laisser la mort rentrer aussi facilement que ça dans le quotidien, quoi. Éric et Suzanne Mouzin n'ont jamais voulu qu'une plaque commémorative rappelle à Guermantes l'enlèvement de leur petite fille. Ils ont préféré honorer la mémoire d'Estelle en plantant ce cerisier japonais. Cela fait 10 ans que cet arbre pousse, 10 ans qu'Éric et Suzanne auraient dû voir leur enfant grandir. Ce symbole de vie est aussi celui d'une enquête toujours active, d'une instruction menée avec l'espoir constant d'identifier celui qui a volé la vie d'Estelle. Éric Mouzin conclut le livre qu'il a écrit par un nouvel appel aux ravisseurs. Ce que je vous demande, c'est de nous donner par le moyen que vous choisirez, lettre anonyme, mail, appel téléphonique, l'endroit où nous pouvons trouver Estelle. Puisse-t-il un jour être entendu. Bonsoir.